Mise en échec par les Iraniens, des images inédites sur le front de la destruction de l'arsenal militaire de Téhéran, qui est en position de tirer bien davantage de missiles à longue portée contre Israël et d'autres pays du Moyen-Orient, après avoir rapidement dégagé ses arsenaux enterrés. Car oui, l'Iran a débloqué la majorité des entrées de tunnels de ses installations de missiles. Sylvia, racontez-nous. Oui, depuis le début du cessez-le-feu, on a vu de plus en plus d'engins venir déblayer les entrées de tunnels bombardés. Tout cela a été observé par ces images satellites. Mais aujourd'hui, CNN publie un chiffre impressionnant. 50 des 69 entrées de tunnels touchées par les États-Unis et Israël dans des frappes ont été dégagées par les Iraniens. Elles sont situées dans 18 installations de missiles souterraines. Exemple ici avec cette base de missiles à Desfoul. On va la voir dans un petit instant. 4 des 5 entrées ont été rouvertes. Une seule, là-bas en gris, est restée bloquée. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que les Iraniens sont en capacité de lancer beaucoup plus de missiles à longue portée qu'auparavant et que le pari de ces frappes américaines a échoué. L'idée était en effet de condamner les entrées, de détruire les routes plutôt que de détruire les sites. Certains sont profondément enfouis, comme cette base à Yazd, très difficile d'accès, indestructible grâce à leurs roches granitiques, comme donc par exemple ici. Et les Américains ont aussi voulu épargner leurs super bombes perforantes, comme la GBU 57, qui a été utilisée en juin dernier. La tactique était donc de condamner les entrées, en espérant que les Iraniens ne puissent plus y accéder. Ici à Yazd, par exemple, on a rapidement vu des travaux de maintenance sur le site. Est-ce que ça veut dire que condamner les entrées de tunnels, ça ne marche pas ? Non, et en plus, les Iraniens ont simplement utilisé des bulldozers, des camions-bennes, rien de bien sophistiqué par rapport au coût important de ces frappes américaines. Des routes ont aussi été réparées et même refaites à neuf. Regardez ici ce qui s'est passé sur cette base de Kermanshah. Les routes, par exemple celle-ci, elle a été parfaitement reconstruite. Si les frappes reprennent, les Iraniens continueront donc d'être une menace grâce à leurs lanceurs et leur important stock de missiles. Environ 1000 selon des experts interrogés par CNN. Et grâce à ce réseau souterrain dont la construction a débuté il y a plus de 20 ans. Cependant, dire qu'aucun coup n'a été porté à l'industrie de défense iranienne serait faux également. Les États-Unis, Israël ont visé les usines où sont produits les composants électroniques, mais aussi où sont fabriqués le propergol, c'est le carburant pour lancer ces missiles. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'un des 5 objectifs de guerre donnés par Donald Trump, c'est-à-dire la destruction complète des capacités de missiles iraniennes et des lanceurs, n'a pas été atteint à cette heure. Merci beaucoup Sylvia pour toutes ces informations. Djilali Benchaban, est-ce que ça veut dire que Donald Trump a été mis en échec sur le front de la destruction de l'arsenal militaire iranien? Il y a d'un côté, avant de parler de l'échec, il y a surtout pour moi la prise en considération de cette centralité de la géographie. C'est-à-dire que quand on évoque Hormuz, on met en avant le fait que les Iraniens ont optimisé au maximum ce qui était leur capital offensif et défensif pour mettre en échec la puissance de l'armée américaine en l'amenant sur ce théâtre qui était celui de la guerre économique. De l'autre côté, il faut se souvenir que les Iraniens se préparent depuis très longtemps à un affrontement global. Et autre chose qui me semble aussi important de rappeler, c'est que les Iraniens sont des observateurs. Les Américains, ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent au Moyen-Orient. Ils sont intervenus en Irak, ils sont intervenus en Syrie, ils sont intervenus en Afghanistan. Et pendant ce temps-là, les Iraniens, en bons stratèges qu'ils ont, ils ont observé. Qu'est-ce qu'ils ont observé? La manière dont l'armée américaine se déploie, la manière dont elle est en capacité de mettre en œuvre sa stratégie, sa tactique. Donc lorsque vous alliez la maîtrise de l'environnement géographique, l'observation de ce que sont les capacités militaires, vous pouvez être en mesure de tenir en échec la puissance américaine, parce que derrière, la puissance américaine n'a pas tenu compte suffisamment elle-même de ce qu'avaient été ses propres engagements sur ces théâtres, ce qui avait fonctionné et ce qui l'a été moins, entre rusticité et tout technologique. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est ce découplage entre la puissance et la réalité du terrain qui met aujourd'hui les États-Unis dans cette espèce de pas défaite, je dirais, mais d'incapacité à pouvoir obtenir la décision malgré toute la puissance qui est la leur. Justement, colonel Pierre de Jong, en voyant ces images, on se demande à quoi ont servi toutes ces frappes.
On parlait de plus de 13 000 cibles. Ouais. Alors j'imagine qu'une grande partie du système militaire iranien a disparu. Il n'y a plus de marine, il n'y a plus d'armée de l'air, même s'il reste des petits bateaux. Par contre, dans l'emploi, vous savez, le problème de la guerre, ce sont des armes et des hommes. Et on voit que dans l'emploi, ils ont vraiment réfléchi. D'abord, l'usage de la géographie qui est absolument parfait. C'est un pays totalement inhospitalier. L'Iran, c'est pas... mais ce que je veux dire, c'est pas la France. Hein, c'est inhospitalier. On parlait de yachts tout à l'heure. C'est en plein centre. C'est des roches. Il n'y a pas de végétation. Enfin, c'est vraiment et on voit bien que les Iraniens aujourd'hui jouent vraiment avec cette géographie. Le deuxième point, c'est qu'ils ont des points forts et des points faibles, et ils savent valoriser leurs points faibles, parce qu'ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas grand chose, etc. Ceci étant dit, ils ont des missiles, des drones et une flotte moustique. Je ne rentre pas trop dans le détail. Quel est l'avantage de ça? C'est la saturation. Tout à l'heure, vous avez les images sur la flotte moustique. C'est pas un n'a aucun intérêt. Vous en mettez 50 ou 10, ça a un intérêt parce que vous avez une mécanique de saturation. Même chose avec les drones, même chose avec les missiles. Donc ils ont compris qu'ils étaient capables de faire ça. Et le deuxième point, ils n'ont aucun état d'âme pour tirer sur l'Arabie Saoudite, sur le Koweït, sur la Turquie, où vous voulez. C'est tous azimuts. Donc, si vous voulez, il y a eu un effet de souffle qu'ils ont opéré dans les premiers jours de la guerre, qui fait que lorsqu'on des pays du Moyen-Orient, on dit, mais attendez, on a du matériel on l'a acheté pour des milliards. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, la loi des séries fait que vous envoyez 100 missiles sur un pays. On parlait de Koweït tout à l'heure. Ils ont reçu 1000 impacts. Enfin, il y a 1000 missiles qui sont arrivés, c'est beaucoup. Au bout d'un moment, bien évidemment, il y en a un ou deux ou trois qui passent. Je veux dire, c'est la loi du genre. Donc, quoi qu'il en soit, en finale, cette logique de saturation, elle est extrêmement forte et qu'ils ont su utiliser un armement somme toute pas très sophistiqué. C'est pas le Shahed ou les missiles qui tirent à 300 km qui vont être performants. C'est la quantité de ces engins, comme les petits bateaux. Et ça, c'est vraiment fort parce qu'aujourd'hui, ils déstabilisent la première puissance militaire au monde avec ces engins, somme toute, assez rudimentaires. Moi, en fait, ce qui est important, ce qu'on constate, c'est que les Iraniens, le régime iranien, a réussi à utiliser au maximum un point fort qui est très important, qui est sa géographie. Donc, que ce soit par rapport au détroit d'Ormuz ou bien par rapport à ces tunnels-là, c'est une culture historique, on va dire, en Iran, puisque ces tunnels, déjà, il y a 3000 ans, ils construisaient des tunnels de dizaines de kilomètres pour transporter l'eau. Donc, c'est quelque chose de culturel qui a d'ailleurs été importé par le régime iranien avec le Hamas à Gaza et avec le Hezbollah au Liban. Ils ont construit toute leur stratégie de défense militaire basée sur ces tunnels. Alors j'ai envie de dire aussi que cet article-là fait écho à l'article du New York Times qui a été publié au début du mois de mai, et on disait que l'Iran avait conservé 70% de 70% de son stock de missiles, 90% de ses villes souterraines, et donc cela fait déjà un mois qu'on sait déjà que les Iraniens et que les renseignements américains savent qu'ils n'ont pas réussi à détruire ni ces stocks de missiles, ni ces souterrains. Alors moi, je crois que c'est surtout parce que cette guerre a montré en fait les limites de la puissance aérienne. Donc on peut détruire l'entrée de ces souterrains, mais comment vérifier si tout le stock qu'il y a à l'intérieur a été détruit? Donc ça, c'est une question qui se pose par rapport à cette guerre, et je reviens à ce que vous avez dit. Donc c'est la stratégie qui n'est probablement pas la bonne pour venir à bout de ce régime et principalement de ces missiles, de ces lanceurs de missiles. Je voulais réagir. Tout à fait. Et peut-être un autre élément aussi qui me semble important, parce que dans toute guerre, il y a aussi la question de la volonté. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller dans son engagement. Or, du côté iranien, il y a cette perception que les États-Unis et l'Occident de manière générale, au-delà d'un certain seuil de morts, de blessés, de coûts politiques, de coûts économiques, ne va pas au-delà. Donc à partir de là, vous jouez déjà dans un conflit où vous savez jusqu'où votre adversaire peut aller. Du côté iranien, cette idée d'aller jusqu'à une déflagration, s'il le faut, régionale, puisque la surprise stratégique aussi iranienne au-delà d'Ormuz a été cette menace de frappe sur les États du Golfe qui s'est concrétisée. À partir de là, on s'est rendu compte que la question des tabous était quelque chose de beaucoup plus nuancé ou de facilement dépassable du côté iranien, ce qui n'est pas le cas du côté américain. Et aujourd'hui, cette limite, elle emprisonne aussi la capacité à pouvoir user pleinement de la puissance pour les États-Unis. Et le président Trump est désormais prisonnier de cette doctrine du zéro mort, zéro perte. Et
l'Occident ne peut pas aller jusqu'à la destruction totale. Nous sommes fixés des limites. Donc à partir de là, c'est extrêmement difficile d'obtenir un ascendant sur l'adversaire. D'ailleurs, la guerre Iran-Irak a montré que effectivement cette République islamique était capable d'envoyer à la mort un demi-million de personnes dans un conflit avec le voisin, y compris des enfants, des jeunes adolescents. Et dans cette même logique un peu mortifère de tabou sur les pertes humaines, souvenez-vous des déclarations, je crois, de Yahya Sinwar à Gaza, qui, après le 7 octobre, voyant la riposte meurtrière israélienne, avait dit, quand on évoquait le nombre de morts gazaouis, c'est un mal nécessaire. Donc, avec peu de cas, évidemment, liés à la vie humaine dans ces mouvements extrêmement radicaux. Et c'est vrai que c'est très intéressant, ce décalage qu'il y a entre les pays occidentaux et puis les pays démocratiques et puis les pays non démocratiques. Les Américains ont souvent été confrontés à ça, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Ils ont demandé l'usage du nucléaire. Chaque fois, ça a été refusé. Donc, ce sont des pays qui, en fait, qui vont pas au bout du processus, qui n'utilisent pas toutes les armes qu'ils